Voici venir la saison 2 de ce que j'ai appelé les cours aux Chinois. Mais c'est des cours pour tout le monde finalement, puisque vous bénéficiez ici en français de la primeur de ce que je vais raconter en octobre à Shenzhen et qui sera à ce moment-là traduit en simultané. Bien, en gros, le plan de ce cours va être le suivant, susceptible de modification étant donné que je ne suis pas rigide et que je me laisse modifier par les choses qui me viennent entre-temps. Donc a priori, d'abord 1. La demande, 2. Le désir, 3. L'imaginaire, 4. La frustration, puisque l'imaginaire et la frustration ça va ensemble, 5. La topologie, 6. La question de la publication de mes rêves sur Internet, par exemple, sur Facebook, et aussi de la théorie telle qu'elle se publie. Et 7, enfin, une espèce de résumé, de parcours de ce que je pense qu'est une analyse, avec son commencement, son cours et sa fin. Donc ce sera aussi un discours sur qu'est-ce que la fin de l'analyse. Donc je commence aujourd'hui par la question de la demande. Puisqu'elle est articulée à la question du désir que je traiterai la prochaine fois, je peux d'emblée rappeler l'articulation que l'on doit à Lacan entre demande, besoin et désir. On peut donner une définition finalement assez simple de ces trois mots. La demande est consciente. C'est ce que quelqu'un vient demander à un psychanalyste. Derrière se trouve forcément un désir inconscient. Voilà, c'est ça la différence entre demande et désir essentiellement, c'est que le désir est de l'ordre de l'inconscient. Alors il y a les souhaits, ce qu'on peut appeler les souhaits aussi, qui sont de l'ordre du conscient, mais qu'on ne dit pas forcément. Mais enfin, on en est conscient. Le désir, lui, même si on parle du désir de manière consciente dans le discours courant, je le définirais essentiellement comme inconscient. Et bien entendu, il y a des articulations entre la demande et le désir, comme il y en a entre le conscient et l'inconscient. Donc je serais bien en peine de faire une distinction aussi radicale entre la demande et le désir. Mais bon, c'est une façon de prendre les choses, c'est une façon de commencer un discours, en essayant d'ordonner un peu. Voilà. Quant au besoin, lui, j'en parlerai pas parce que c'est pas mon problème. Le besoin, c'est le problème des physiologistes, c'est le problème des médecins, c'est le problème des scientifiques d'une manière générale. De quoi on a besoin? De manger, de boire, de dormir, de ne pas avoir trop froid ni trop chaud, de pisser, d'aller faire caca. Voilà, ça c'est les besoins. Bien entendu, ces besoins, dans l'humanité, peuvent être complètement subvertis par le désir. Puisqu'on peut en venir à l'anorexie, c'est-à-dire à ne plus manger du tout, alors qu'on a besoin de manger, ou manger trop, boulimie, alors qu'on a besoin de manger, mais une certaine quantité, pas trop, et ainsi de suite. Constipation, diarrhée, c'est la même chose. On voit que le désir vient subvertir le besoin au point d'en arriver à tuer éventuellement la personne. On connaît des anorexiques qui sont mortes de faim. Ça existe. Quant aux boulimiques qui en arrivent à des surpoids absolument phénoménal, on sait que leur survie est aussi régulièrement mise à mal. Bon, mais c'est justement du point de vue de ce désir-là inconscient, tel qu'il peut subvertir le besoin, que je vais en parler. Mais aujourd'hui, c'est la demande. Alors, la demande, il peut y en avoir deux. Il y a celle que le postulant analysant vient poser devant l'analyste. Je vous demande ceci, cela.
Et puis, il y a la demande qui est celle de l'analyste, parce qu'il a aussi une demande. On va les examiner l'une après l'autre. Qu'est-ce que peut venir demander un analysant? De guérir, par exemple. C'est la première chose qui vient à l'esprit, puisque la médecine est une formidable chose qui guérit des tas de choses, et ce qui amène le prestige phénoménal de la médecine. Et donc, pourquoi la médecine ne pourrait-elle pas guérir aussi l'angoisse, l'anxiété, le malaise, la timidité, la peur, la phobie, les obsessions, tout un tas de choses comme ça? Pourquoi pas? Puisque ça se présente, ou plutôt c'est présenté dans le discours d'aujourd'hui comme étant des symptômes. C'est-à-dire c'est d'emblée placé dans le cadre de la médecine. C'est le discours courant de nos jours, du fait des victoires de la médecine. Parce qu'il y a encore un siècle, c'était volontiers présenté, tous ces phénomènes-là, les phobies, les angoisses, les hallucinations, etc., c'était volontiers présenté comme de la sorcellerie, des manifestations diaboliques ou divines, c'est selon. Parce que quand Jeanne d'Arc entend des voix, on ne se pose absolument pas la question de la pathologie. On dit tout de suite, c'est Dieu qui lui parle, puisqu'elle dit que Dieu lui parle. Rien de plus normal. Mais dans certaines cultures, encore aujourd'hui, il est tout naturel d'avoir des hallucinations, c'est-à-dire d'entendre parler les esprits, le Dieu local, ou de le voir même. Et ça ne pose pas, ce n'est pas posé en termes médicaux, c'est éventuellement posé en termes d'exorcisme, comme c'est encore un peu parfois le cas posé en Europe. Il y a encore des exorcistes dans chaque évêché. Mais cette demande-là, effectivement, si elle se formule dans les canons de la médecine, moi je l'entends d'une autre façon. C'est-à-dire si quelqu'un vient de me demander de le guérir de sa phobie, de ses obsessions, de ses hallucinations, de ce que vous voudrez, je répondrai, 1, je ne suis pas médecin, vous vous êtes trompé de personne, ou 2, mais j'entends que vous venez sous une forme médicale, sous une forme symptomatique, vous venez de me poser la question de votre mal-être, c'est-à-dire de votre être, tout simplement. C'est-à-dire, vous venez me poser la question, qui suis-je ? Qu'est-ce que je fous dans ce monde ? Quel est le sens de ma vie ? Et comme je ne sais pas poser la question en ces termes, je la pose en termes médicaux. Je fais une crise d'angoisse, je fais une crise de panique, c'est une façon de dire, j'ai pas les mots pour dire ce qui m'emmerde, ce qui va pas, ce qui me coince dans ma vie. Donc c'est ça mon travail. Déjà de modifier le champ dans lequel je suis susceptible d'entendre une demande. Ce n'est pas que je veux absolument entendre la demande comme ça, c'est juste que c'est ce que j'ai choisi, c'est le métier que j'ai choisi. Je suis psychanalyste, je ne suis pas médecin, la psychanalyse n'est pas la médecine. Comme je dis toujours, je reçois des analysants ou des postulants analysants dans une première séance, mais pas des patients. Je ne suis pas là pour guérir. Et donc je ne peux absolument pas répondre à ce type de demande. Mais par contre, je peux dire, oui, en apprenant à vous connaître vous-même, là, il y aura sans aucun doute une avancée. Vous vous connaîtrez mieux. Est-ce que ça fera disparaître le symptôme ? Je n'en sais rien. Et à la limite, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que vous vous connaissiez mieux. Et mon expérience me fait dire qu'il est vrai que lorsqu'on se connaît mieux, eh bien, les symptômes ont tendance à disparaître, ou pour le moins à s'atténuer. Bon, donc, si la demande vient d'emblée se présenter comme une demande de
j'aimerais mieux me connaître moi-même. Ça m'est arrivé, j'ai reçu des gens qui venaient me dire ça en première intention. Eh bien très bien, là ça rentre bien dans le créneau. Je peux répondre à ce type de demande. Hein. Se connaître soi-même. Il y a des gens aussi qui viennent carrément me demander, dans le cadre du champ médical dont je parlais tout à l'heure, un diagnostic, une évaluation. Ah là, je réponds non, comme d'habitude, comme j'ai déjà répondu par rapport à une demande de guérison. Non, je ne fais pas du diagnostic. Je n'ai même pas un diagnostic dans la tête, parce que je discute des fois avec des collègues depuis 40 ans que je travaille dans le domaine, et c'est presque toujours la première question qui leur vient quand ils discutent ensemble. Telle personne, c'est hystérique, obsessionnelle, psychotique, etc. Des fois, je leur ai posé cette question, mais est-ce que vous leur dites aux gens, à vos patients, entre guillemets, que vous les tenez pour psychotiques, hystériques, obsessionnels? Oh ben non, on ne leur dit pas. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Et puis même si on le leur dit, c'est pire, parce que ça les fixe dans cette idée que c'est une maladie, et que ça peut se soigner, hein, alors que ce n'est que, encore une fois, l'expression d'un mal-être, l'expression d'un « je ne me connais pas moi-même, et j'aimerais mieux me connaître un peu mieux moi-même. Hein. C'est ça qui vient se formuler. Alors pour ceux qui sont un peu au fait de la psychanalyse, ils peuvent venir me demander, ça fait partie des demandes, des interprétations. C'est-à-dire qu'ils savent que je ne vais pas leur en donner tout de suite, mais au bout de quelques temps, ils vont me raconter un rêve et me demander comment vous l'interprétez. Et là, je réponds. Je ne suis pas comme beaucoup de psychanalystes qui restent bouche cousue, quelles que soient les questions qu'on leur pose. Moi, à chaque fois qu'on me pose une question, je réponds. C'est ça aussi. Il y a une demande, je réponds, y compris que je ne peux pas répondre. Mais c'est une réponse. Hein. Donc si on me demande un diagnostic, je réponds que je ne peux pas. Si on me demande une guérison, je réponds que je ne peux pas. C'est pas dans mon domaine. Si on me demande des interprétations, même si l'interprétation fait soi-disant partie du champ de la psychanalyse, eh bien je réponds que je ne peux pas. Et j'explique pourquoi. Parce que c'est vous qui connaissez toute votre vie. Toute votre vie, elle est dans votre mémoire. Si elle n'est pas dans votre mémoire consciente, elle est dans votre mémoire inconsciente. Donc c'est vous qui avez toutes les données pour vous comprendre. Ce n'est certainement pas moi. Moi, ce que je peux faire, c'est vous aider en vous posant des bonnes questions au bon moment. En vous faisant une remarque. Tiens, j'ai plutôt retenu telle chose que telle autre. Revenez un petit peu sur tel élément plutôt que sur tel autre. Est-ce que ça vous fait pas penser à des choses comme ça ? Mais ce n'est pas moi qui détiens, bien évidemment, les clés. C'est chaque sujet en lui-même qui détient les clés. Donc, à la demande d'interprétation, je réponds ce que je viens de dire. Je ne peux pas. Hein. Mais c'est une réponse à cette demande. Il n'y a aucune raison de ne pas répondre à une demande. J'y viendrai de manière plus explicite dans le chapitre que je réserve à la frustration, puisqu'il y a cette idée qui court qu'il faut frustrer le patient. Parce que dans ce cas-là, on parle de patient, effectivement, parce qu'il patiente, le pauvre. Et il patiente et il souffre, puisque le mot patient vient du latin patior, je souffre. Hein. Et il s'agit certainement pas de le faire patienter, ni de le traiter comme un patient, puisqu'on n'est pas dans ce champ-là, on est dans le champ de l'amener à s'activer au lieu de patienter, s'activer à rechercher dans sa mémoire. Et dans sa mémoire inconsciente. C'est pourquoi je demande des rêves, mais j'y viendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais continuer sur les demandes de l'analysant. Parce que la demande de rêve, c'est la demande de l'analyste. La demande de l'analysant, ça peut être aussi une demande de formation. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'analyse parce qu'ils ont envie d'être psychanalystes. Il y en a beaucoup.
hein. C'est même une énorme majorité, je dirais, parce que y a un tel discrédit dont souffre la psychanalyse dans l'opinion de nos jours, que quand on a mal simplement, qu'on n'a pas envie de devenir analyste, quand on souffre, on va plutôt s'adresser à un médecin, à un psychothérapeute, à un psychologue, à un EMDR, à un, je ne sais pas, à la méditation transcendantale, aux religions, à tout ce qu'on veut, qui sont des tentatives de réponse au mal-être de l'humain. Mais ceux qui ont envie d'être psychanalystes s'adressent évidemment à un psychanalyste et qui vont éventuellement justifier leur demande de leur mal-être, oui, mais sachant que la première demande, c'est « j'ai envie d'être analyste ». Bon, pourquoi pas, hein. Ça a été mon cas. Quand je suis allé trouver un analyste, j'avais à la fois une demande pour devenir analyste et en même temps une demande pour mon malaise, parce que je venais de divorcer, j'avais une gamine qui avait 1 an seulement, et ça me foutait dans un état effroyable d'avoir à me dire que je foutais ma gamine dans un état d'être divisé en 2 entre son père et sa mère qui allaient se séparer. C'était pour moi un truc extrêmement difficile à supporter. Bon, mais si je n'avais pas été en psycho à ce moment-là, si je n'avais pas entendu parler de psychanalyse, si ça ne m'avait pas donné envie d'être analyste, je ne serais peut-être pas allé porter mon malaise sous cette forme. J'ai aussi envie de devenir analyste. Bon, c'est pour ça que j'ai demandé, d'emblée j'ai dit, est-ce que vous faites des analyses didactiques? L'analyste que je voyais à l'époque, bouche cousue, il répondait à aucune de mes questions. Moi, je demandais, est-ce que j'avais entendu dire que pour être analyste, il fallait une analyse didactique. Bon, j'ai appris beaucoup plus tard, grâce à Lacan, je ne suis pas lacanien, je critique beaucoup Lacan, mais il y a certaines choses que je retiens chez lui qui sont pas mal du tout. Par exemple, cette idée que toutes les analyses sont didactiques. Ouais, c'est une excellente idée. Effectivement, je ne fais pas la distinction entre une analyse comme formation et une analyse comme trouver un peu mieux qui on est, se connaître soi-même. Parce que c'est la même chose. Et parce que, effectivement, je réponds aux questions, dans la mesure où je suis capable de répondre. Je ne peux pas répondre à une diagnostic, à une guérison, à une interprétation, mais je peux répondre quand on me pose une question, y compris quand la réponse, c'est « je ne peux pas vous répondre ». Parce que je n'en ai pas les moyens. Non pas parce que je veux vous frustrer, non pas parce que c'est dans la règle de l'analyse de frustrer les gens en ne leur donnant pas réponse à leurs demandes, ce qu'avait fait mon analyste dès la première séance, pas un mot, pas un mot pour me dire quelles sont les conditions, le pourquoi, le comment. Il m'avait même pas énoncé la règle fondamentale de la psychanalyse, qui est dites tout ce qui vous passe par la tête, en censurant le moins possible et si possible pas du tout. C'est une règle, ça s'énonce, ça. Non, lui, il faisait à la lacanienne pure et dure, pas un mot. Je veux faire une analyse didactique, pas un mot. Bon, moi je répondrai. Ça m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs. Quelqu'un m'a dit je voudrais faire une analyse didactique parce que jusqu'à présent j'étais chez un autre analyste qui m'a dit qu'il n'était pas didacticien. Donc je cherche un analyste didacticien pour faire une analyse qui me permettra de devenir analyste. Bon, j'ai répondu à ce monsieur. Je lui ai dit mais écoutez, non, je veux bien que vous fassiez une analyse avec moi, mais elle sera ni plus ni moins didactique qu'une autre analyse. Une analyse n'est pas là pour répondre à une demande de devenir un professionnel. Il se trouve que pour être un professionnel de la psychanalyse, il faut avoir fait une analyse. Mais ce n'est pas l'objectif de l'analyse. On ne forme pas des professionnels, on aide les gens à se connaître eux-mêmes. Parce qu'on se connaît soi-même qu'on peut aider par la suite des gens à se connaître eux-mêmes. C'est ça être analyste. C'est pas juste une formalité. Je franchis un grade, j'ai fait une analyse normale, entre guillemets. Maintenant, je passe à l'analyse didactique, entre guillemets, et c'est une formation pour devenir analyste.
Non, ça marche pas du tout. D'ailleurs, c'est aussi la façon dont j'entends le soi-disant contrôle. Vous savez que quand on est analyste, quand on débute, on va en parler de ce qu'on fait à un analyste. Ça s'appelle un contrôle ou une supervision. Du moins, c'est ainsi que c'est dans les textes et dans les pratiques. On appelle ça comme ça. Eh bien, moi, j'accepte tout à fait les gens qui viennent me demander un contrôle ou une supervision. Ils l'appellent comme ils veulent. Mais pour moi, c'est une analyse. C'est pas autre chose. Les gens viennent me parler de leurs analysants. Eh bien, ce que j'analyse, ce que j'aide ces gens à analyser, c'est leur désir inconscient vis-à-vis de ces analysants. C'est donc une analyse. Et leur désir inconscient vis-à-vis de ces analysants, c'est forcément articulé à leur propre désir vis-à-vis de leurs parents, de leurs enfants, de tout leur entourage. Donc, ce n'est rien d'autre qu'une analyse aussi. Ce n'est pas un exercice technique, ce n'est pas non plus une formation, une validation. Il se trouve que ça forme, mais ce n'est pas l'objectif premier. De même que la guérison, dont je parlais tout à l'heure, elle peut venir, oui, de surcroît. De même, la formation, la capacité d'être analyste vient de surcroît. Ça ne doit pas être le but. Alors, quand j'entends dire, justement, que à Chengdu, pour rentrer à l'université de psychanalyse, il faut être en analyse, ça ne va pas du tout, parce que ça rend l'analyse obligatoire. On peut parfaitement aller suivre des cours de psychanalyse à l'université, parce que le savoir qui a été accumulé par l'expérience des psychanalystes, ce savoir peut bien être diffusé auprès de tout le monde. Mais dès que c'est une diffusion de savoir, ça n'a rien à voir avec la qualification d'être analyste. Donc si on demande cette qualification, bon, à l'université de Chengdu, on vous dit « Ah oui, d'accord, mais votre inscription à la fac est subordonnée au fait que vous soyez en analyse. » Heureusement, en France, ce n'est pas comme ça. Heureusement, c'est complètement déconnecté. On fait une analyse si on veut d'un côté, on suit des cours à la fac si on veut de l'autre, et chacun articule ça comme il veut. Après tout, on pourrait très bien aussi suivre des cours d'astrophysique à la fac. L'essentiel, c'est d'avoir fait une analyse. Ce qu'il y a dans les bouquins de psychanalyse, bon, on peut le travailler, oui. On peut entendre des psychanalystes qui parlent dans des conférences, dans des universités, oui. Mais ce n'est pas ça qui valide. Et s'il y a une demande de validation, eh bien, là aussi, je réponds non. Je ne peux pas valider le fait que vous soyez psychanalyste ou pas. Je ne peux pas valider le fait que vous ayez fait une formation ou pas. Parce que ce serait mettre un jugement. Votre truc est valide, il n'est pas valide. Là où, en analyse, justement, la fonction fondamentale de la situation analytique, c'est de bannir le jugement. Donc si on suspend l'analyse à une validation qui est un jugement, qu'elle soit à la fin ou pendant ou n'importe quand, c'est foutu. On sort du champ de la psychanalyse. On fait une psychanalyse pour obtenir un jugement convenable. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Et je me rappelle mon analyste de me dire, le jour où j'ai arrêté mon analyse, parce que ça faisait 15 ans qu'il me faisait chier, à ne rien dire, il m'a répondu, parce que je lui posais la question, est-ce que je peux faire de la psychanalyse ? Il m'a répondu, de la psychothérapie, oui, de la psychanalyse, non. Bien. Connard, le mec. Parce que, franchement, moi, je ne sais pas faire la différence entre psychanalyse et psychothérapie.
Hein. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils font de la psychothérapie, très bien, qu'ils s'en expliquent. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire cette différence. Pas plus que je ne sais faire la différence entre psychanalyse et psychanalyse didactique ou contrôle, supervision, etc. J'aide les gens à mieux se connaître eux-mêmes. Voilà, point barre, c'est ça la psychanalyse. Parce que dans le milieu psy en général, et psychanalytique en particulier, la psychothérapie est considérée comme une version mineure de la psychanalyse. Hein. On me l'a dit souvent, que ce que je faisais, c'était de la psychothérapie, hein, c'est-à-dire une version en dessous. Ça, il faut le savoir, c'est ce que les psychanalystes disent des autres collègues psychanalystes avec lesquels ils ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, c'est donc qu'ils font quelque chose de moins bon. Et on retombe dans le jugement, dans l'évaluation. Et la psychothérapie serait évaluée comme étant inférieure à la psychanalyse. Bon, alors, il m'arrive, moi, dans les cas où des personnes sont très en souffrance, très en difficulté, de les soutenir. C'est-à-dire de dire des paroles de réconfort, d'aide, de soutien. Et c'est là où mes collègues me diraient « Oui, mais là, tu fais de la psychothérapie de soutien », avec un ton un peu méprisant. Hein. C'est pas la psychanalyse, on dit rien, et on laisse les gens souffrir et pleurer sur le divan sans aucune parole. Hein, non. Moi, je considère que quand je donne des paroles de réconfort, de compassion, etc., je considère que c'est ça, la psychanalyse bien comprise. Hein. Parce que si le psychanalyste ne se met pas dans cette position d'accueil, et d'accueil sympathique, sympathisant, alors il ne peut pas entrer dans la fonction analytique. Parce que la personne ne va pas révéler des choses terribles de son inconscient à quelqu'un qui ne l'accueille pas d'une manière sympathique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas peur, quelqu'un qui n'évalue pas, quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui ne va pas dire à la fin « Oui, c'est bon ce que vous avez fait » ou « C'est pas bon ce que vous avez fait, il faut revenir faire une tranche ». Je ne réponds pas à ce type de demande-là. Je reviens un instant sur la question de la formation à l'analyse, puisque c'est la pratique d'une analyse personnelle qui doit amener cette formation. Comment se fait-elle alors ? Puisque on est habitué à comprendre les formations, dans toutes les autres disciplines, par l'étude des savoirs, la transmission du savoir. Le problème en analyse, c'est que justement, on fonctionne avec ce qu'on ne sait pas. L'inconscient, c'est ce qu'on ne sait pas. En fait, on le sait, mais on ne veut pas le savoir. Parce que c'est trop dangereux, c'est trop indécent, c'est trop en but à la censure. Et donc, c'est ça qu'il s'agit de comprendre. Hein. Ce n'est pas par un savoir qu'on va comprendre le mécanisme qui fait qu'il y a un savoir que je ne veux pas savoir. Mais il y a aussi dans toutes les disciplines, il n'y a pas que l'étude théorique, l'étude des livres, dans toutes les disciplines, il y a l'étude dans l'atelier et dans le laboratoire. C'est donc là-dessus que j'insiste, sur le laboratoire. En psychanalyse, il est totalement indispensable. On ne peut pas travailler la psychanalyse seulement sur les bouquins et l'université. Et comment ça se passe, cette formation, quand on apprend à mieux se connaître soi-même? En quoi est-ce que c'est une formation à devenir analyste, c'est-à-dire à aider les autres à mieux se connaître eux-mêmes? Eh bien, je pense que ça se passe essentiellement par l'identification. Ce qui est un problème en même temps qu'une solution. C'est-à-dire que ce n'est pas le savoir sur l'inconscient. Dans l'inconscient, il y a de l'Oedipe, dans l'inconscient, il y a de la castration. Ok. Mais ça, c'est peanuts si on n'a pas compris pourquoi et comment, pour soi-même, il y a de l'Oedipe, il y a de la castration, et
le refoulement de ces deux choses. Il faut l'avoir vécu dans ses émotions, dans son corps, dans sa chair, pour comprendre comment on peut le faire revivre à quelqu'un d'autre. Alors, l'identification, là aussi dans la doxa, c'est quelque chose qui est à proscrire. On ne s'identifie pas à son analysant, et l'analysant n'a pas à s'identifier à son analyste. Le problème, c'est que ça se fait quand même. C'est un mécanisme inconscient. Et c'est ce qui fait que on a des milliers d'émules de Lacan qui refont du Lacan. Soit parce qu'ils ont été analysés par Lacan, soit parce qu'ils ont été analysés par quelqu'un qui a été analysé par Lacan, et ainsi de suite. Et qui refont du Lacan par identification. Alors, on a eu à une époque tous ceux qui allaient jusqu'au mimétisme, c'est-à-dire qui mettaient des complets à carreaux, qui fumaient des cigares tordus, ou tout simplement des cigares, et qui restaient dans le mutisme, ou qui piquent des colères, parce que Lacan faisait comme ça, et donc identification à Lacan. Comme on s'est identifié à son père ou à sa mère, eh bien on rajoute par-dessus l'identification à un maître admiré. Alors je rajoute là-dessus que si cette identification se fait de toute façon, et moi-même, quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai pratiqué comme mon analyste. C'est-à-dire que je faisais des séances d'un quart d'heure. Alors moi, j'osais pas faire vraiment un quart d'heure. J'allais jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure. J'osais quand même pas aller si vite. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est-à-dire, déjà, j'avais une idée un peu critique de ça, parce que je m'étais bien rendu compte qu'en un quart d'heure, voire en 5 minutes, j'avais pas le temps de parler. Donc, j'étais dans l'identification, et j'avais une identification idéalisée aussi. C'est-à-dire, je me disais, le jour où j'arriverai à faire un quart d'heure ou 5 minutes la séance sans me sentir coupable, alors je serai un bon analyste. Raisonnement complètement con. Mais il m'a fallu beaucoup de recul pour me rendre compte, et que c'était complètement con de faire des séances courtes, et de se sentir coupable de ne pas faire des séances courtes. J'étais dans l'identification. De même, je ne mouftais pas un mot, parce que c'est comme ça que j'avais vu faire mon analyste. J'étais dans l'identification. Et donc, j'ajoute qu'il est nécessaire d'entrer dans une identification critique. C'est-à-dire avoir compris, y compris dans sa chair et dans son identification, en quoi, quelque part, quelque chose peut clocher, et dans quoi, quelque part, on peut trouver sa propre voie pour être analyste. C'est-à-dire la formation se fait donc par identification. De même qu'en chimie, on apprend à faire l'analyse de ce qu'il y a dans un tube à essai, de même qu'en physique, on apprend à lire un ampérimètre, un voltmètre et ainsi de suite. On l'apprend au laboratoire. Sur le divan, on apprend. Le divan et surtout les rêves, c'est le laboratoire de la psychanalyse. On apprend comment faire ces choses-là, avec aussi cette distance critique qui fait que on n'est pas forcé de refaire exactement comme a fait la personne qui vous a enseigné, entre guillemets, mais enfin qui vous a fourni cette formation pour être analyste. Je vous ai dit comment, pour moi, ça a commencé par cette gêne vis-à-vis des séances courtes. Ensuite, ça a été la gêne par rapport à ne rien dire du tout pendant des années. Et bon, un certain nombre de gènes que j'ai fini par analyser, et j'ai trouvé une solution en comprenant en quoi, pour moi en tout cas, ce n'est pas la bonne voie pour pratiquer la psychanalyse, et en quoi j'ai inventé ma propre voie pour pratiquer la psychanalyse. Et là, on peut dire que, ouais, j'hésite pas à dire, la psychanalyse est réussie parce qu'elle a produit un sujet singulier, un sujet original, qui est passé par l'identification, mais qui en est sorti. En gardant éventuellement un certain nombre de traits identificatoires, mais pas tous, en ayant trouvé des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. Donc la demande de formation, elle se décline
de la façon aussi dont je viens de parler. Pour ce qui est de la formation par identification, je vous donne un exemple. Un jour que j'étais sur le divan de mon analyste, celui que j'ai gardé 15 ans, bien, il s'est approché de moi et il m'a regardé tout près comme ça, avec des grands yeux, hein, comme s'il regardait, il voulait faire le tour de mon visage, voire de ma poitrine, et puis il est retourné s'asseoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Bon, j'ai appris beaucoup plus tard que c'était un coup que Lacan faisait quelquefois à ses analysants. Bon, alors il le refaisait, mais visiblement bêtement et sans comprendre. De toute façon, j'ai jamais compris pourquoi Lacan pouvait faire des trucs pareils. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne m'a pas fait avancer de quelque façon que ce soit. Je me suis juste demandé, mais qu'est-ce qu'il me veut ? C'est quoi ce truc ? Et voilà. Ça sert absolument à rien. Alors voilà, ça c'est le type qui s'est laissé former par quoi ? Juste par l'identification. Le maître il fait ça, je fais ça aussi. Voilà. C'est sûrement pas de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est commencer à se poser des questions. Et non pas faire comme il fait le maître, juste parce que c'est le maître. Ce travail autour du regard qu'avait fait mon analyste, en me regardant comme ça tout près, moi je l'assimilerais plutôt au travail d'un chaman, d'un sorcier. Hein. On fait, le sorcier, il fait des choses extraordinaires, des gestes bizarres. Parfois il prononce des paroles curieuses. Là il ne s'agissait pas de paroles, il s'agissait d'un acte curieux. Et ça marche justement parce que, enfin ça marche auprès de certains, parce que c'est quelque chose d'original. Ça sort de l'ordinaire, ça vous laisse penser que le psychanalyste est un être extraordinaire, un chaman. Hein. Mais justement, c'est pas un psychanalyste du coup, c'est un chaman, un sorcier. Hein. La chamanerie a des succès thérapeutiques. Hein, on le sait, et ça marche essentiellement sur les croyants. Les croyants qui croient aux chamans peuvent ressentir des effets tout à fait formidables dans leur corps même, mais essentiellement pour tout ce qui est de l'ordre de la maladie psychosomatique. Je pense pas que ça aide énormément pour un cancer ou une jambe cassée. Pour ça, il y a des techniques de réparation qu'effectivement seule la médecine peut faire. Mais pour des angoisses, des catalepsies, des douleurs dont on ne sait pas trop d'où elles viennent, et qui se baladent dans le corps, oui, ça peut être extrêmement efficace, comme l'hypnose, comme tout un tas de psychothérapies, EMDR, etc., qui circulent actuellement dans le social. Hein. Ça va du côté, effectivement, de la volonté de guérison, voire même de la demande de guérison de la part du chaman, ou de la demande d'être considéré comme quelqu'un d'extraordinaire. Alors, ces miracles auxquels parviennent parfois les chamans, ou les psychothérapeutes, EMDR, etc., ça rejoint ce que les linguistes appellent le performatif. Le performatif, c'est lorsque vous dites une parole et il se passe quelque chose. La parole est un acte. L'exemple qui est donné par les linguistes, c'est le maire qui dit « Je vous déclare mari et femme ». Et à l'instant, vous êtes mari et femme. Mais on voit bien que c'est du pur symbole. Hein. La parole est un symbole, et elle fabrique quoi ? Du symbole. Elle peut difficilement fabriquer autre chose. Alors c'est vrai que ce sont des moments, les moments de performatif comme ça, où la parole est un acte. Mais en psychanalyse, justement, la parole n'est pas un acte. La psychanalyse est suspendue au fait que la demande de l'analyste, c'est justement on ne passe pas à l'acte. Le transfert, c'est-à-dire l'amour qui peut se produire, qui se produit même tout le temps, entre analysant et analyste, amène à avoir éventuellement envie de coucher avec l'analyste, et que l'analyste ait envie de coucher avec l'analysant.
On le voit toujours du côté l'analysant qui a tous les désirs du monde et l'analyste qui serait complètement neutre et sans aucun désir. Ça c'est faux. J'ai suffisamment de rêves qui m'ont prouvé le contraire. Donc il ne s'agit pas de se croire neutre. Dès qu'on est dans la croyance, effectivement, on est dans l'illusion quelque part. On a besoin de certaines illusions, mais justement l'analyse est là pour permettre de passer à travers ces illusions, à travers les fantasmes. Ça ne veut pas dire les annuler, ça ne veut pas dire les éradiquer, ça veut dire juste les prendre en compte tels qu'ils sont. C'est pourquoi je prends bien soin d'expliquer à mes analysants, contrairement à mes analystes qui ne m'ont jamais rien expliqué, bouche cousue, même sur les règles de l'analyse, j'explique qu'il faut bien différencier la parole de l'acte. On n'est pas dans le performatif dans la psychanalyse. C'est justement le contraire. Combien de fois j'ai pu dire à des gens, écoutez ce que vous me dites là, vous en êtes terrifiés, etc. Mais ce ne sont que des mots. Et les mots ne sont pas des choses. Les mots ne sont pas des actes. J'ai rêvé que je tuais mon père. C'est terrible. Ben non, c'est un rêve. C'est juste des représentations. Et vous avez le droit de rêver que vous tuez votre père et que vous couchez avec votre mère. Ce sont des mots, ce sont des images, ce n'est pas la réalité, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des actes. Alors quand Lacan fait effectivement toute une année de séminaire qui s'intitule l'acte analytique, il brouille complètement les pistes. Il fonctionne comme si la parole dans l'analyse, c'était tout le temps du performatif. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme dans la Bible, Seigneur, dites une parole et je serai guéri. C'est le chaman qui fait ça. Que les gens soient guéris de surcroît parce qu'ils ont dit des paroles, pourquoi pas? C'est même très bien. C'est un constat, ce n'est pas le but. C'est encore une fois, c'est quelque chose qui arrive de surcroît. Ça, c'est aussi Lacan qui l'a dit. Mais cette formule de surcroît, qui est très bien, je la garde. Mais il ne s'agit pas de s'imaginer que par une parole, on va faire des désastres ou qu'on va être guéri. Ça, c'est... Oui, c'est l'idée du performatif, comme si on était dans une analyse tout le temps devant monsieur le maire, et voilà, et on va être mariés, l'analysant et l'analyste. J'ai dû rappeler à un certain nombre de personnes, non, on ne couche pas avec l'analyste. Ça peut être une demande, justement, de la personne en analyse, de l'analysant, donc, est-ce qu'on ne pourrait pas coucher ensemble? Ça m'est arrivé, je l'ai entendu. Ma réponse est non. Bien entendu, mais j'explique pourquoi. Et j'ajoute, mais vous pouvez le fantasmer, vous avez le droit de le rêver. C'est pas interdit. Justement, le rêve n'est pas l'acte. Et j'ai même dû préciser parfois, ah oui, mais parce que la personne en analyse me dit, mais oui, mais quand l'analyse sera finie, à ce moment-là, nous pourrons coucher ensemble. Et je réponds, non, non plus. Parce que ça suspend encore une fois l'analyse à un but, à une finitude. Alors c'est soit un jugement, soit la réalisation d'un désir. Ben non, l'analyse n'est pas faite pour ça, elle est faite pour analyser ce qu'il en est de ce désir. Et on est dans les bonnes conditions à partir du moment où justement on ne passe pas à l'acte et on en parle. Mais si on dit... Par exemple, c'est interdit de coucher avec l'analyste, et point barre. Si on ne précise pas que le fantasme est possible, alors on est dans l'idée que la parole reste un acte, effectivement. Et ça ne va pas du tout. De même, quand on met en but de l'analyse la renonciation à l'objet, ce qui est la doxa qui est à peu près proférée dans toutes les écoles de psychanalyse, ça voudrait dire que par la parole, on est parvenu à un idéal, l'idéal de la renonciation à l'objet, ce qui est l'idéal de toutes les religions, qui vous disent renoncer au bien de ce monde.
je ne vois pas qu'est-ce que l'analyse viendrait faire dans une religion. Hein. On rejoint la question du chaman, d'où on voit que la psychanalyse a beaucoup de mal à s'extraire du chaman, du prêtre, du magicien, de la religion. Y compris dans la théorie, puisqu'effectivement, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps une collègue me dire « mais la parole est un acte ». Ben non, pas tout le temps, encore heureux. Encore heureux. Ça me rappelle ce conte, vous savez, que vous avez sans doute entendu quand vous étiez petit, de cette fille, non, ce couple de filles, des sœurs, dont l'une avait été une mauvaise fille, et donc quand elle parlait, il lui sortait des grenouilles, des lézards, des saloperies de la bouche. Et tandis que l'autre, quand elle parlait, elle disait que des belles choses, donc il lui sortait que des fleurs, des roses de sa bouche. Là, c'est vraiment ça, l'idée que la parole est un acte, et que les mots sont des choses. Ça, c'est du délire. Et justement, combien de fois j'ai pu soulager quelqu'un qui était dans un délire, s'imaginant que les gens écoutaient à sa porte ou écoutaient à son insu à travers Internet ou le téléphone, en disant, vous savez, même si on vous écoute, de toute façon, ce ne sont que des mots. Ce ne sont pas des actes. On ne vient pas vous tuer avec des mots, avec des paroles, même vos paroles entendues, quelles que soient les paroles que vous prononcez. Les paroles que vous prononcez ne sont pas des meurtres. C'est très important de comprendre cette différence, et spécialement quand on étudie ce qu'est la demande. Pour ce qui est du laboratoire, je parle essentiellement, moi, du laboratoire du rêve. Du rêve de soi, pas du rêve des autres, évidemment. C'est ça, le laboratoire de la psychanalyse, où on peut explorer l'inconscient, le sien propre, parce que celui des autres, on n'y a pas trop accès, sauf s'ils veulent bien nous en parler, ce que le dispositif divan-fauteuil permet. Ou fauteuil-fauteuil, c'est juste le dispositif analytique, quelle que soit la position des gens. Ce laboratoire le permet, et c'est vraiment celui-là qui est essentiel. Par rapport au livre et à l'université, c'est essentiel. Mais dans certaines écoles de psychanalyse, on vous dit qu'il faut faire un stage en hôpital psychiatrique parce que c'est absolument fondamental de comprendre, de côtoyer la maladie mentale. Bon, moi, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique pendant 40 ans, donc... oui, je l'ai fait mon stage en psychiatrie. Mais je trouve cette exigence, cette demande des écoles d'aller dans les hôpitaux psychiatriques, c'est une demande en fait de psychiatre. C'est une demande de psychiatre de formation à la psychiatrie. Parce que on vous demande par exemple d'assister à ce qu'on appelle des présentations de malades. Qu'est-ce qui se fait dans une présentation de malade ? Il y a un malade qu'on amène sur une scène et qui est interrogé par un psychiatre devant une assemblée de 200, 300 étudiants. Mais une fois que le malade est parti, de quoi est faite la discussion ? C'est quel est le diagnostic psychiatrique ? C'est un travail de psychiatre. Là, la formulation de la demande des écoles de psychanalyse, c'est de vous former à la psychiatrie. Et ça ne va pas du tout. Qu'on aille rencontrer les fous à l'hôpital psychiatrique, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Mais c'est encore mieux d'aller rencontrer sa propre folie dans ses rêves. Là, on comprend vraiment quelque chose. Parce qu'on peut aller dans les hôpitaux psychiatriques pendant 40 ans. Je ne fais pas allusion à moi, parce que moi, je pense avoir compris quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la psychiatrie. Par exemple, le mécanisme de l'hallucination, ou des voix, des images que voient les gens comme ça, ou le mécanisme de la paranoïa, penser qu'on est suivi ou attaqué par des gens. C'est autre chose de comprendre le mécanisme et de classifier dans une catégorie. Et donc je m'étonne vraiment que la demande
des écoles de psychanalyse, enfin certaines, c'est pas toutes qui demandent ça, mais en particulier je sais que l'ALI demande ça, l'école de la cause freudienne aussi, hein, aller voir les présentations de malades à un hôpital psychiatrique. Et quand on fait croire que ça pourrait être ça la formation de la psychanalyse, je me permets de dire non. Franchement, non. C'est à côté de la plaque grave. Alors, il y a des gens qui m'ont objecté, oui, mais les patients, parce qu'ils les appellent des patients, ont besoin de repères. Et moi-même, en tant que praticien, j'ai besoin de repères. Donc, il me faut un diagnostic précis. Hystérie, obsession, psychose, paranoïa, schizophrénie, autisme, perversion, tous ces trucs qui circulent et qui ne valent rien du tout à mon avis, parce que l'avis d'un collègue ne va pas être l'avis d'un autre collègue, et ainsi de suite. C'est tout le temps comme ça, je m'étonne que ça ne fasse pas un peu tilt dans la tête des gens, s'apercevoir que les diagnostics sont si différents en fonction de qui pose le diagnostic, de à quelle école il se réfère, à quel champ du savoir il se réfère, sachant que la grille de diagnostic de l'un n'est pas la grille de diagnostic de l'autre. Alors ça donnerait des repères. Bon. Il y a effectivement des patients, on lit ça dans les magazines, enfin, quelqu'un nous a dit notre enfant est autiste. Qu'est-ce qu'on est soulagé? Non, c'est un soulagement apparent. Parce que, encore une fois, le champ médical envahit la civilisation de nos jours et que mettre un nom sur une souffrance, ça serait soulageant. Mais au contraire, ça vient dissimuler le fait que la souffrance est ailleurs. La souffrance, elle est dans un « qui suis-je ? Suis-je un bon parent ? Suis-je une bonne mère ? Suis-je un bon enfant ?» C'est ça les vraies questions. Qui suis-je ? C'est des repères pour savoir qui je suis. Et je suis en fonction de mon histoire, en fonction de qui a été mon père, qui a été ma mère. C'est ça les repères essentiels. Mon nom, mon prénom, qui me les a donnés, pourquoi, d'où ça vient. Ça, c'est des repères. Et ça, je l'explique quand on me demande un diagnostic. Le diagnostic, ça va être quoi? Obsessionnel, hystérique, et alors? J'en avais à foutre. Ça donne une apparence de soulagement. Ah, je sais que je suis hystérique, tu parles. C'est fou ce que ça fait avancer les choses. Par contre, je sais que je m'appelle Richard parce que mon grand-père, Auguste, dont je porte le nom en deuxième, je m'appelle Richard Auguste, a fait fortune sur les bateaux entre l'Extrême-Orient et la France, et qu'il a ensuite tout perdu, et que mon père a dû faire un emprunt pour terminer ses études et subvenir aux besoins de ses parents, parce que ses parents avaient tout perdu, et donc il m'a appelé Richard, avec le nom du grand-père qui avait tout perdu, dans l'espoir que je serais quelqu'un qui referait la richesse de la famille. Ça, c'est des repères. Ça m'indique qui je suis, d'où je viens et où je vais. Pourquoi je choisis cette voie dans ma vie. C'est autre chose que hystérique, obsessionnel ou psychotique qui ne dit rien du tout. Ce sont des illusions, ces fameux diagnostics. Donc, à la demande de diagnostic, je réponds aussi non. Mais en expliquant ce que je viens d'expliquer, éventuellement en donnant mon exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais qu'il y a une doxa qui circule, comme quoi l'analyste, il moufte jamais rien sur lui-même. Mais si ça donne un exemple permettant de comprendre, je précise toujours, il pourra en être différemment pour vous. Mais je vous cite cet exemple parce que je le connais par cœur.
je le connais à fond. C'est pas un exemple que j'ai appris dans les livres, que je saurais comme ça parce que j'ai beaucoup étudié. C'est là où la psychanalyse n'a rien à voir avec l'université ou avec les écoles, quelles qu'elles soient. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu à fond, au fond de moi-même. C'est le repère que j'ai trouvé pour moi-même. Eh bien voilà, je peux vous les dire, et je peux vous dire que je peux vous aider de ce fait à trouver vos propres repères qui sont absolument singuliers. Ce sont les vôtres, parce que vous vous appelez un tel et pas autrement. Parce que vos parents ont été un tel et pas d'autres parents. Hein. Il n'y a pas de généralité qu'on puisse faire à ce niveau-là. Il y a juste une histoire que l'on peut aller explorer. Alors on peut l'explorer dans la mémoire consciente, et c'est surtout là le rôle de la psychanalyse, dans la mémoire inconsciente. Et c'est là que nous rencontrons cette fois la demande du psychanalyste. Parce qu'il a aussi une demande. Il y a une doxa aussi qui circule, qui dit qu'il ne doit pas avoir de demande. Bah si, il en a une, il a la demande de respecter la règle. La règle, c'est, comme je disais tout à l'heure, que mon analyste à moi ne me l'avait même pas énoncé, c'est dites tout ce qui vous passe par la tête, sans censure, sans souci de logique, sans souci de bienséance, voilà, comme ça vient, quoi. Et ça, c'est une règle que je dis et qu'il faut répéter, que je répète, chaque fois qu'elle me semble nécessaire. Hein, parce que c'est pas de le dire une fois, comme un truc formel qu'on dirait, comme on remplit un formulaire à l'entrée dans une administration. Hein, mais je dis cette règle à bon escient. Quand quelqu'un me dit par exemple, oh oui, non mais ça je ne vais pas vous le dire parce que c'est personnel. Si, il y a des gens qui viennent pour trouver quelles personnes ils sont, mais qui ne veulent pas me dire des trucs personnels. Ça arrive. Je leur explique que, bah, écoutez, si, vous êtes là pour ça justement, pour me dire des trucs personnels. C'est ma demande à moi, hein, qui correspond à votre demande à vous. Hein. Ma demande à moi, c'est allez-y carrément dans l'exposé de vos trucs perso et ne faites pas du politiquement correct. Et ma demande aussi, dans ce cadre-là, c'est apportez-moi vos rêves. Alors c'est là où j'essuie beaucoup de critiques de la part de mes collègues, parce qu'ils disent « mais tout n'est pas dans les rêves, il y a aussi bien d'autres choses que les rêves ». Oui, c'est vrai, il y a bien d'autres choses que des rêves, mais l'autre chose que les rêves, c'est pas l'inconscient. Alors, si dans le discours courant, dans le discours qu'on peut faire sur un divan, comme dans le discours de tous les jours, on peut faire un lapsus. Un lapsus révèle quelque chose de l'inconscient, mais pas toujours. Des fois, il arrive que des lapsus, parce qu'on veut parler un peu trop vite, on inverse une syllabe, par exemple, et ça donne une espèce de comique. J'ai pas d'exemple là qui me viennent à l'idée, mais tout le monde aura fait cette expérience un jour d'inverser deux lettres dans un mot ou d'inverser deux syllabes, et ce n'est pas forcément signifiant de quelque chose d'inconscient. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre le lapsus pour quelque chose de systématiquement en rapport avec l'inconscient. Ça, je l'ai cru pendant des années, parce que c'était la doxa, ben je m'aperçois que non. Des fois, il y a des lapsus tout à fait anodins. Bon, encore une fois, où on inverse une syllabe. Bon. Et, donc, je ne relève pas tous les lapsus quand j'en entends. Et puis, il y a des lapsus qui, effectivement, sont en rapport avec l'inconscient. Alors là, j'ai des exemples. Ça, c'est à l'appel. C'est quand on veut parler de sa mère et que tout d'un coup, on parle de sa femme. Ou qu'on veut parler de sa femme et que tout d'un coup on parle de sa mère. C'est-à-dire que c'est le nom de la mère qui vient à la place de la femme ou inversement. Ben là, voilà, là on est à fond dedans, c'est le DIP qui est révélé là-dedans. Oui, sauf que c'est beaucoup trop rapide. C'est juste un nom substitué à un autre. Ça indique une structure fondamentale de l'inconscient, oui,
Je prends ma mère pour ma femme, ou ma fille, hein, ça peut être, ou mon fils, ou mon père, lorsqu'on est une femme, sachant que tout existe des mélanges entre ces différentes possibilités. Eh bien, même ce lapsus-là, c'est difficile de l'exploiter. Parce que je peux le relever, mais même là, souvent, je ne le relève pas. Je ne le relève pas parce que c'est pas le moment, c'est encore trop douloureux. C'est encore trop difficile d'admettre qu'on peut avoir envie de mettre sa mère à sa place de sa femme, ce qui veut dire j'ai un désir sexuel pour ma mère. C'est le genre de truc impossible, impensable. Je ne veux pas le penser. Je ne veux pas le penser, donc la pensée est inconsciente. C'est ça le travail. Et ça demande énormément de tact que de relever le lapsus qui convient au moment où ça convient. Alors si la personne elle-même dit « Ah putain, j'ai mis le nom de ma femme à la place de celui de ma mère », qu'est-ce que ça veut dire, nom de Dieu? Ça veut peut-être bien dire que j'ai envie de coucher avec elle. Ben c'est très bien. À ce moment-là, la personne fait le travail. Si c'est moi qui fais le travail, là, c'est pas possible. Alors, je peux remplacer par un raclement de gorge. Bon, ce qui fait que beaucoup d'humoristes se foutent des analystes parce qu'ils disent seulement mais c'est justement quelque chose d'extrêmement limité de dire ça. Ou souvent, je dis aussi vous avez remarqué votre lapsus là? Bon, puis si la personne ne l'a pas remarqué, on passe. Si la personne l'a remarqué, c'est très bien. Mais en général, quand vient un lapsus comme ça, il n'y a pas l'émotion qui va avec. Et tout le développement qu'il y a avec, c'est-à-dire toute l'enfance. Tiens, par exemple, toutes les heures où j'attendais que ma mère vienne jouer avec moi quand j'étais enfant, où elle promettait qu'elle viendrait et où elle ne venait pas. C'est comme attendre son amoureuse dans un café. Tout le monde a connu ça un jour. On passe son temps à regarder sa montre, il passe un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, elle vient toujours pas. C'est ce qui m'est arrivé. Bon, c'est une souffrance. L'émotion liée à cette souffrance, il faut qu'elle soit dite pour qu'on en comprenne tous les enjeux. Et ça, c'est tout un récit, tel que je viens de le faire. C'est pas juste un lapsus. Alors le lapsus peut embrayer sur ce récit. S'il l'embraye, c'est très bien. Mais d'après ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience, en fait, c'est très rare. Quand on fait un lapsus, on passe très vite. On peut même reconnaître que, ah oui, c'est vrai, j'ai mis ma femme à la place de ma mère. Et puis, allez, on parle d'autre chose. Non, il y a tout ce récit qui doit prendre du temps. Et spécialement, c'est le récit des rêves qui peut ramener justement des souvenirs oubliés, des souvenirs de réalité oubliée, comme cette réalité de mon attente dans le couloir que ma mère vienne jouer avec moi, et de l'émotion qui va avec. Il faut retrouver les mots qu'on a soigneusement effacés, de la même façon qu'on a effacé les émotions parce qu'elles sont trop douloureuses. On ne veut pas éprouver la chose, donc on dit « je ne l'éprouve pas ». Hop, et ça passe dans l'inconscient. Seuls les rêves peuvent permettre de ramener tout ça au jour. À la fois le récit des réalités, et ça peut aller jusqu'au récit de la réalité d'un viol, par exemple, ou de maltraitance, quelconque, genre violence, mais aussi le récit de fantasmes qu'on a eu quand on était enfant et que depuis on a soigneusement oublié. Par exemple, on peut très bien ne pas avoir couché avec sa mère et avoir eu le fantasme de coucher avec sa mère. Dans les deux cas, c'est traumatisant. Parce qu'il peut y avoir aussi la réalité d'avoir couché avec sa mère. Peut-être d'une manière soi-disant innocente, ou d'avoir fait des caresses, ou
Bon, en ce qui me concerne, ma mère m'a filé des lavements parce que j'étais soi-disant constipé. Bon, c'est une forme de viol. Elle me demandait certainement pas mon avis, elle ne m'expliquait rien, elle me flanquait une canule dans le cul. Bon, ouais, pendant des années, des dizaines d'années, je ne l'ai pris que comme ce qu'il fallait le prendre au niveau conscient, au niveau bien pensant, au niveau politiquement correct. C'était pour ton bien, mon enfant. Oui, non. Dans l'inconscient, profondément refoulé, il y a l'idée, c'est un acte sexuel et c'est un viol. Et ça ne peut revenir qu'à travers les rêves, qu'à travers le récit mûrement répété dans tous ces détails de ce qu'il y a dans la mémoire. Mémoire consciente, mémoire inconsciente. C'est pourquoi je demande, c'est ma demande, qu'on m'apporte des rêves. Alors cette demande de l'analyste que je suis, elle soulève une foule de questions qu'il ne s'agit pas de mettre sous le boisseau, mais qu'il faut travailler. Il m'est arrivé que je demande des rêves, les gens m'en donnent, parce qu'ils en ont. Jusqu'à présent, ils ne savaient pas quoi en faire. Et si je ne leur avais pas demandé, ils n'auraient pas pensé à m'en apporter. Parce qu'il y a aussi ce truc qui circule dans la doxa, spécialement la doxa lacanienne, c'est-à-dire que les rêves, c'est pas plus important que le reste. Finalement, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de parler. Vous pouvez raconter n'importe quoi, y compris la liste des commissions. De toute façon, l'inconscient est dedans. C'est ça la doxa lacanienne. Moi, je pense pas. L'inconscient n'est pas dans la liste des commissions, ni dans le récit de votre partie de pêche samedi soir. Ou de votre partie de danse au bord du lac le dimanche matin. L'inconscient, il s'exprime dans des endroits bien spécifiques. Ce qu'on appelle, depuis Freud, les formations de l'inconscient. Je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est-à-dire dans les rêves, les lapsus, les actes manqués, les maux d'esprit et les symptômes. Les symptômes, j'ai dit ce que j'en faisais. On n'est pas du côté médical, donc on voit plutôt qu'est-ce qui est derrière, c'est-à-dire qui suis-je. Mais derrière les lapsus et les actes manqués aussi. Mais ce sont surtout les rêves qui vont nous donner la clé des lapsus, des symptômes et des actes manqués. Parce que le rêve va très profondément dans la mémoire inconsciente et il nous fournit des mises en scène. Parce que un acte manqué, c'est quelque chose de très court et c'est souvent très actuel. C'est-à-dire, par exemple, je me suis trompé de métro, donc j'arrive en retard à ma séance d'analyse. Ce qui veut dire, j'ai à la fois envie d'aller à ma séance d'analyse et à la fois pas envie, parce que je risquerais d'en apprendre de belles sur moi-même. Bon, mais c'est un truc actuel. Ça ne va pas dans les fondements de l'enfance. Ça va dans les fondements de l'enfance, au sens, oui, j'ai peur d'en apprendre des vertes et des pas mûres à mon propre sujet, mais ce n'est pas dit dans l'acte manqué. C'est juste, je me suis trompé de métro, ou j'ai oublié de poster tel colis, ou j'ai pas mis le timbre sur telle lettre. Bon, ça, ce sont des trucs qui vont puiser essentiellement dans l'actuel. Seuls les rêves permettent de puiser dans la mémoire très, très, très archaïque. Ça, c'est pas une idéologie, c'est pas un truc que j'ai appris dans un livre, je l'ai appris dans mon expérience des rêves. Donc j'ai cette demande. Donc les gens parfois n'auraient pas pensé à m'en parler, ils m'en parlent parce que je le demande. Donc il y a intérêt à le demander. Et il arrive que des gens n'aient pas de rêve. Il y a des collègues analystes qui m'ont dit « Mais moi j'ai pas eu de rêve, j'en ai jamais. Et alors, c'est pas un problème, je parle, ça suffit. » Non, ça suffit pas du tout. Absolument pas. Lorsqu'on n'a pas fait de rêve dans son analyse, on n'a pas touché l'inconscient. C'est pas possible. C'est pas les 2-3 petits lapsus ou actes manqués qui vont amener quoi que ce soit de l'inconscient. On en est resté à un récit conscient.
Euh, et d'autres, donc ces analystes-là me disent, bon, ben, on va pas demander les rêves, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas plus intéressant que le reste. Je dis si. Et donc je demande des rêves. Alors il peut arriver, autre cas de figure, que les gens n'ont pas de rêve. Et ils veulent bien m'en donner, mais ils me reviennent séance après séance en me disant, bah oui, mais j'ai pas de rêve. Bon, j'insiste pas. Hein, c'est pas une exigence. C'est juste, je vous indique une voie. Freud disait, c'est la voie royale de l'accès à l'inconscient. Bah oui, je vous l'indique, c'est mon boulot de psychanalyste que de penser que cette voie-là est importante. Et mon expérience me dit que, en maintenant ma demande, pas d'une façon insistante, pas d'une façon exigeante, c'est-à-dire de temps en temps rappeler, au fait, t'as pas un rêve à me ramener Non, toujours pas. Bon, pas grave, on parle d'autre chose. Hein, il y a aussi la mémoire de l'enfance, la mémoire consciente, c'est déjà pas mal de parler de tout ça. Et petit à petit, les rêves peuvent venir, mais ils viendront parce que je les ai demandés aussi. Hein. Et il y a des gens qui m'ont répondu ça, vous avez eu raison d'insister, les rêves ont fini par venir. Parce qu'il y avait une résistance phénoménale à ne pas écouter ses propres rêves. Ou même à dire, oui, mais c'est qu'un petit bout de rêve, c'est pas, je vais rien tirer de ça. Non, même une image, même un mot, un souvenir extrêmement bref d'un rêve, à partir de ça, on peut aller très très loin. Et c'est surtout le début d'un intérêt pour les rêves qui va faire que, après, les rêves vont s'étoffer, ils vont amener plus de choses. Et ça va permettre à la personne de plonger beaucoup plus profondément dans ses souvenirs inconscients. Et puis il y a aussi le cas qu'on m'a soumis quelquefois, c'est oui, mais je ne veux pas vous amener des rêves justement parce que vous me les demandez. Et là, on rentre dans ce qui se passe souvent pour un enfant. À plus on demande quelque chose à un enfant, à moins il veut le faire. Par exemple, à plus on est insistant à lui demander son caca, à plus il va être constipé, ou à plus il va faire dans son pantalon. Justement parce qu'on est trop insistant. Et donc pour sauvegarder son étoffe de sujet, et je suis moi, je ne suis pas à répondre à ta demande. Pareil pour manger. Parfois, les parents sont tellement insistants à manger et mangent cette chose-là parce que c'est bon, c'est bio, c'est ce qu'il te faut. Il te faut des petits légumes, il te faut des fruits. Et c'est là où l'enfant va arrêter d'en manger. Hein, et récemment, on m'a aussi soumis cette question des écrans. Vous savez qu'il circule dans le socius en ce moment une méfiance terrible sur les écrans. À plus on est dans les écrans, à plus on veut les interdire aux enfants, qui eux-mêmes sont fascinés par les écrans, évidemment, mais ils sont d'autant plus fascinés par les écrans qu'on leur dit que c'est mauvais et qu'on les limite trop. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les limiter, mais c'est comme le manger, c'est comme le caca, c'est comme tout. Hein, tout se passe dans la nuance, et non pas dans un absolu de la limite ou un absolu de la permissivité. C'est pas, de toute façon, c'est pas la question, ça c'est de l'éducation, hein, c'est-à-dire limiter ou permettre. C'est pas en ces termes-là que je raisonne en tant qu'analyste, c'est en tant que qu'est-ce qui est derrière. Qu'est-ce qui est en jeu dans le rapport entre soi et l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on va interdire à tout prix ou pousser à tout prix? Et donc, c'est ça qui est en jeu dans ma demande de produire des rêves. Hein, qui donc, je le répète, j'essaie de faire en sorte qu'elle ne doit pas être insistante, absolument pas exigeante, mais elle doit exister. Parce que c'est pareil, si on ne demande pas à l'enfant de faire sur le pot, il ne fera jamais. Après tout, on lui change les couches, il n'en a rien à foutre.
hein. Et c'est comme ça qu'on fabrique d'énormes problèmes, justement, de constipation ou de diarrhée qui durent jusqu'à l'âge adulte et pas quelquefois jusqu'à la mort du sujet. Tellement ça peut être pénible, ce genre de truc. Hein, parce qu'on a fait... on a été en but à une demande trop forte. Donc, moi je me pose la question, dans chaque cas, je sais que dans chaque cas, il va falloir en passer par les rêves. Mais ma demande, je la nuance en fonction de ce que la personne m'amène. Et alors elle peut m'amener justement son refus, comme elle a refusé de donner son caca à sa maman. Au moins à une époque, hein, même si c'est guéri maintenant et que ça va mieux et qu'il n'y a pas de constipation, c'est inscrit dans la mémoire, et le fait que je demande des rêves peut ressusciter cette articulation qu'on a eue une fois à une demande, qui peut être une demande de trop manger, de ne pas manger assez, de faire ceci et pas cela. Enfin, tout existe. Hein. Tout existe dans la question de ce que je demande à l'autre. Bon, qui est évidemment sous-tendu par le désir inconscient, dont je parlerai la prochaine fois. Mais pour l'instant, moi, je m'en tiens à cette demande explicite, la demande consciente. Et il y a aussi le cas de figure que l'on m'a soumis effectivement dans la réalité une fois, qui est oui, mais mon symptôme, mon problème, c'est justement que j'ai tendance à toujours dire oui aux demandes des autres. Et que ce que je vous demande, à vous analystes, c'est de me sortir de ça, de cette compulsion que j'ai à toujours dire oui, à toujours répondre aux demandes des autres. Et là, vous me demandez de répondre à votre demande. Je vais dire oui. Mais justement, si je dis oui, vous m'engluez dans mon symptôme, dans mon problème qui est de toujours oui à la demande de l'autre. Ben oui. Mais c'est pas ça qui va faire que... Bon, si, peut-être après tout. Si, ça va peut-être ça qui va faire, c'est selon les cas, encore une fois, hein, que je vais dire, bon, ben, ok, je laisse tomber ma demande de rêve. Est-ce que je peux laisser tomber la demande de dites tout ce qui vous passe par la tête? On est quand même en analyse, il y a un minimum. Il y a ce qui vous passe par la tête et puis il y a les rêves. Pour moi, c'est le minimum. Mais bon, je peux, dans certains cas, effectivement, peut-être laisser tomber cette demande. En tout cas, cette demande de sortir du fait de répondre à la demande. Vous voyez à quel point c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, dans ce cas, un peu inextricable. Hein. Mais je pense aussi que si jamais la personne m'apporte des rêves parce que son symptôme, c'est de toujours répondre oui à la demande, eh bien, dans les rêves, nous aurons les éléments de son enfance, des éléments oubliés, dans lesquels vont se mettre en scène ce qui a présidé à cette disposition d'esprit, de dire toujours oui aux demandes des autres. C'est-à-dire un rapport à maman, un rapport à papa, bon, toute une histoire, hein, que je ne peux pas raconter ici, qui est peut-être bien en dessous une demande d'amour. Hein. Si je réponds toujours oui, on va m'aimer. Alors que si je réponds non, on va me flanquer des claques. Oui, eh bien, mais justement, les rêves vont permettre de passer par un biais. Parce que le transfert, ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire la relation sentimentale qui existe entre l'analysant et l'analyste, ben elle peut aider, mais elle peut être aussi trop frontale. Comme dans ce cas-là, si on ne fait qu'analyser le transfert, c'est-à-dire le rapport de l'analysant à l'analyste, c'est-à-dire, ah oui, ce que vous me demandez, mais c'est justement
je vais dire oui, donc je vais vous répondre, et c'est justement ce que je ne veux pas faire, mais que je vais faire quand même, eh bien on aura quand même, avec les rêves, le moyen de l'analyser, parce que ça va passer par une autre scène. Ce n'est plus la scène actuelle du transfert, du rapport entre vous et moi, mais ça va être le rapport entre les personnages sur une scène, comme au théâtre, dans un rêve. Et là, on va pouvoir l'analyser parce que justement, c'est l'autre scène, comme disait Freud, avec un A majuscule, anderes Scène. En allemand, c'est aussi un A majuscule. On a les éléments qu'il faut. C'est pour ça que je dis que je peux maintenir ma demande d'apporter des rêves. Encore une fois, avec toute la nuance nécessaire en fonction des cas. Puisque c'est toujours un rapport de sujet à sujet, et je ne fais ici que réfléchir sur des rapports de sujet à sujet qui me sont venus, et vous transmettre ma réflexion, qui n'apporte pas une réponse définitive et dogmatique, mais juste des éléments pour votre propre réflexion.